Donc, bonjour, je m'appelle Sylvain Trépoux, je travaille sur la plateforme de microscopie électronique à l'Institut Curie à Orsay et je vais vous présenter la microscopie électronique en mode STEM appliquée aux échantillons biologiques. Et avant de commencer la présentation, j'aimerais remercier le comité d'organisation et en particulier Laura Boscan pour l'invitation pour les 10 ans les journées pour les 10 ans de DIMACEL. Donc voici le plan de ma présentation. Et avant de le détailler, en fait, j'aimerais juste insister sur un point. Donc du coup, le STEM, en fait, ça veut dire Scanning Transmission Electron Microscopy. Et donc à l'intérieur, donc du coup, on a bien le mot transmission. Donc ce qu'on a, c'est bien donc une projection de l'échantillon et on a donc accès à la structure interne de l'échantillon qu'on observe. Et je précise ça parce qu'en fait, souvent, ça peut arriver que les gens confondent avec le mode SEM, qui est le mode balayage, qui lui ne donne que de l'information en fait sur la surface de l'échantillon. Donc la première partie du plan, je vais donc présenter les différences entre le mode TEM que vous connaissez certainement et le mode STEM. Puis je vais présenter la tomographie avec des exemples aussi en mode STEM parce que c'est ma spécialité. Et puis vous verrez que je veux focaliser en fait la présentation sur l'étude des échantillons épais en STEM parce que ce mode de microscopie est adapté pour ces échantillons-là. Ensuite, je présenterai la cryotomographie STEM, qui est une évolution de la tomographie STEM. Et puis enfin, quelques applications donc, en imagerie chimique, toujours en mode STEM, évidemment. Donc, la microscopie en mode TEM, comme vous le savez certainement, donc on utilise en fait un faisceau d'électrons qui couvre une certaine zone sur la grille. Donc, ici, le faisceau d'électrons est en vert, la grille est représentée ici. Et en dessous, donc, on récupère les électrons transmis qui donc, ont illuminé une certaine zone de la grille. En microscopie STEM, c'est différent. Le faisceau, en fait, il est convergent et il est focalisé sur la grille. On a toujours des détecteurs pour récupérer le signal transmis, mais dans cet état-là, on a l'information que sur un pixel, en fait, une zone qui correspond à un pixel. Si on veut former l'intégralité de l'image, en fait, il faut balayer le faisceau, comme indiqué ici avec les flèches jaunes. Il faut balayer le faisceau sur la surface de l'échantillon, et à chaque position, chaque pixel, donc, on aura une information. Au niveau de l'optique du TEM et du STEM, une grosse différence est qu'en TEM, on a une lentille objectif après l'échantillon. Donc ici, la lentille objectif, là, c'est l'échantillon. Et donc, du coup, cette lentille, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va générer des aberrations de sphéricité et de chromaticité qui sont néfastes pour la formation d'images, surtout quand on est dans l'échantillon épais. En microscopie STEM, comme vous pouvez le voir sur le schéma, après l'échantillon, il n'y a pas de lentille. Et donc, du coup, c'est un gros avantage. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles la microscopie en mode STEM permet d'observer des échantillons épais par rapport à la microscopie en mode TEM. On a un meilleur contraste, si on veut, au niveau de l'image. Le signal transmis avec les électrons donc, qui ont été déviés à de très faibles angles sont récupérés sur le détecteur Bright Field. Et ceux qui sont déviés de façon inélastique avec des angles un peu plus élevés sont collectés sur le détecteur annulaire Darkfield. Et là, qui n'est pas représenté sur le schéma, on a aussi un détecteur annulaire Darkfield, mais qui est aux angles, c'est le HA ici, qui permet de récupérer des électrons élastiques qui ont été déviés donc, à des forts angles. Et j'ai rajouté sur cette figure, j'ai rajouté donc du coup les rayons X qui sont générés au niveau de l'échantillon après l'interaction avec les électrons, donc du coup qui sont spécifiques du type d'atome qui a interagi, qui a réagi, et ils sont récupérés sur des détecteurs EDX, et c'est ça qui permet de faire l'imagerie chimique. La tomographie électronique, donc du coup je fais juste un petit récapitulatif de la méthode. Donc on a des objets uniques, et quand on veut étudier leur structure en 3 dimensions, en tomographie électronique, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tilter l'échantillon à différents angles dans le microscope. Et pour chaque angle, ça peut être tous les degrés, tous les 2 degrés, on vient récupérer une image. Donc c'est ce qui est représenté ici, donc l'objet avec les différentes projections. Donc ça, c'est ce qui est ici, là, c'est l'acquisition. Et puis après, une fois qu'on récupère les images, donc sur un ordinateur, en fait, on peut faire l'alignement, puis les reconstructions, la reconstruction 3D. C'est ce qui est représenté ici.
on génère donc le volume 3D de l'échantillon à partir des projections. Et puis après, on peut explorer le volume, faire de la segmentation et faire des mesures sur l'échantillon. Donc, je vous ai parlé donc, que le STEM en fait, est très bon pour faire de l'imagerie d'échantillons épais. Et donc ici, c'est ce que je représente sur le petit film. En fait, quand on augmente l'épaisseur de l'échantillon, donc c'est ce qui est en train de se passer, en fait, les électrons, donc, ils sont de plus en plus diffusés. Et quand on vient rediminuer l'épaisseur de l'échantillon, donc du coup, on retombe avec des électrons qui sont moins déviés. Quand on fait de la tomographie, en fait, quelle que soit l'épaisseur de l'échantillon, en fait, vous allez voir que quand on va tilter l'échantillon dans le microscope, en fait, l'épaisseur apparente, donc l'épaisseur d'échantillon que les électrons devront traverser, elle grandit automatiquement, en fait. C'est géométrique. Et donc, du coup, ça, c'est un des problèmes principaux quand on étudie des échantillons surtout épais en tomographie. Et le STEM est vraiment adapté pour ça. Et il y a une étude qui l'a montré très, très bien. Donc, c'est Aoyama en 2008. Donc, ce sont des images, c'est une coupe en résine de levure. La coupe fait 1 micron d'épaisseur. En haut, on a des images en STEM et en bas, des images TEM. Alors, vous pouvez voir que c'est exactement la même zone. Donc, du coup, ici, on a une levure ici et on a la même là. Et ce qu'on voit, c'est que, donc, ça, ce sont les images à 0 degré ici. En mode STEM, on voit très très bien la structure interne de la levure. En mode TEM, on voit quasiment rien. On devine tout juste le contour. Et puis, quand on tilte, en mode STEM, on continue à avoir de l'information, même si évidemment elle est un peu moins bonne, mais c'est normal, c'est parce qu'on est sur des coupes très épaisses qu'on vient tilter. Par contre, en mode TEM, à 60 degrés, on voit quasiment plus rien, et puis à 75 degrés, on n'a même plus d'image. Donc ces images que vous voyez ici, ce sont les images de la série tiltée, donc c'est les images collectées. Et puis, je vous ai montré tout à l'heure dans le principe de la tomographie qu'après, on venait faire la reconstruction 3D. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Donc, vous avez les volumes 3D correspondant aux images que vous venez tout juste de voir. Et on voit très bien qu'en mode STEM, on arrive très bien à voir donc, du coup, les structures internes de la levure, alors qu'en microscopie TEM, évidemment, on voit pas grand-chose. Donc, la microscopie STEM, donc c'est pour les échantillons épais, ça paraît magnifique comme ça, mais tout n'est pas rose en fait. Et en l'occurrence, la forme du faisceau qui est convergent génère une faible profondeur de champ. Et donc, c'est ce qu'on voit sur l'image ici à gauche. Donc, c'est une image d'une grille de microscopie électronique pour faire des calibrations qui est tiltée à l'intérieur du microscope. Et ce qu'on voit, c'est que le haut de l'image est flou, le bas aussi, et le centre est net. Et ça, en fait, c'est très simple, c'est uniquement aussi dû à la géométrie du faisceau. En fait, c'est les endroits de la grille qui sont plus hauts ou plus bas que le plan où le faisceau est focalisé, forcément seront flous. Alors, il y a différentes méthodes pour corriger ce problème-là. Donc, on peut conserver le faisceau convergent et utiliser ce qu'on appelle un faisceau, un focus dynamique. En fait, si vous voulez, la valeur focale sera modifiée de manière à ce que l'endroit où le faisceau est focalisé en fait, suive la pente de l'objet. Et donc, ça permet d'avoir une image nette en haut, nette au milieu et nette en bas. Ou alors sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir un faisceau parallèle. Ce n'est pas vraiment parallèle, il est quasiment parallèle, mais en tout cas, il est beaucoup moins convergent, on dit parallèle. Et à ce moment-là, quand le faisceau est parallèle, on n'a plus le problème du faisceau convergent. Et quel que soit l'endroit où se trouvera donc l'échantillon par rapport au faisceau, la mise au point sera toujours bonne. Il y a une autre façon aussi de faire, on utilise des collectes multifocus en fait. On vient changer la valeur focale de la lentille et on vient collecter donc du coup différentes images comme ça. Et donc c'est ce qui est représenté ici sur cette série d'images. Donc ici vous voyez que par exemple c'est à chaque fois le même échantillon, hein, mais la zone qui est nette en fait vous voyez que là elle se retrouve plutôt en bas et puis elle a tendance à monter. Et puis après on peut combiner donc du coup toutes ces images avec différents algorithmes pour recréer une image nette. C'est un peu similaire au mode convergent avec faisceau dynamique, focus dynamique, pardon. C'est juste que ça se fait en plusieurs étapes. Il peut y avoir un intérêt en fait, à conserver les images intermédiaires ou alors à faire la correction du focus directement durant la collecte. Donc maintenant, je vais vous présenter différents exemples.
donc de tomographie en mode STEM. Donc, là, c'est deux exemples issus de la même publication. Et donc, ils ont étudié de l'échantillon épais. Donc, vous voyez du macrophage et des synapses, donc plutôt très épais. Alors, ce n'est pas tout le macrophage et ce n'est pas toute la synapse, mais c'est une grosse partie. Et donc, c'est des choses qui, par exemple, auraient été impossibles en microscopie en mode TEM. Et là, par exemple, pour la synapse, en fait, on voit très bien donc, des granules de sécrétion. En microscopie en mode TEM, en fait, on aurait eu une couche très, très fine et on n'aurait jamais eu une profondeur aussi importante. Ici, un autre exemple, en fait, il s'agit de flagelles qui dupliquent donc chez le Trypanosoma brucei. Donc, on est à l'intérieur de la poche flagellaire, pour ceux qui connaissent. Et l'idée, en fait, derrière, c'était que la poche flagellaire, en gros, ça représente un cube qui fait à peu près 1 micron de côté. Et pour avoir accès, donc, du coup, à toute la poche flagellaire, ou une grosse partie de la poche flagellaire, il faut utiliser donc, des coupes épaisses. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé des coupes épaisses pour avoir accès à beaucoup d'informations dans la poche flagellaire. Et j'ai des coupes épaisses et le mode STEM. Si on avait utilisé par exemple le mode TEM, on aurait été limité à des sections beaucoup plus fines, peut-être 150, 200 nanomètres. Ici, il y a à peu près 500 nanomètres ou 750 nanomètres ici. Donc, on a plus d'informations. Maintenant, je vais vous présenter donc la nouvelle évolution en fait, de la tomographie STEM, qui est la cryotomographie STEM. Tout le monde veut faire, au bout d'un moment, on veut toujours faire de la cryo qui offre plus d'informations que l'inclusion en résine. Et donc ici, donc, ça a été développé en 2014 par Sharon Wolf et Michael Elbaum, et ils ont développé la méthode sur des bactéries. Donc on a à gauche donc une image dark field et à droite une image bright field. Alors, ce qu'on voit de suite, c'est que, par exemple, c'est une bactérie gram-négative et la membrane interne en fait, de la bactérie, elle n'est visible qu'en mode bright field. Alors qu'en mode dark field, on la voit pas, sauf peut-être un petit peu ici. Et en fait, ça, c'est tout simplement dû en fait, aux collisions, aux interactions multiples. Parce que c'est un échantillon épais, donc il y a plusieurs interactions électron-matière. Un même électron peut diffuser plusieurs fois, et donc du coup, il peut se retrouver dans le détecteur dark field. Et donc, ça, c'est connu, en fait. Le mode dark field donne une image qui n'est pas fidèle de l'échantillon quand l'échantillon est épais. Donc, généralement, on se contente uniquement du mode bright field. Ils ont continué à développer la méthode avec des échantillons de plus en plus épais. Donc là, par exemple, on retrouve encore une bactérie et ils ont rajouté cette fois-ci des phages. Donc, il y a la couche de phage, qui est supplémentaire. Ça augmente un petit peu l'épaisseur. Ils ont aussi travaillé sur des cellules humaines. Et donc ici, en l'occurrence, ils ont voulu caractériser donc ces petites granules. Et je vous parlerai de ces petites granules un peu plus tard. Mais donc tous ces exemples, encore une fois, donc ils ont pu être faits grâce à la microscopie en mode STEM, et en TEM, ça n'aurait pas pu être possible. Aussi, j'en profite aussi pour tordre le cou à une idée qui dure depuis pas mal de temps, c'est que généralement, en mode STEM, les gens imaginent en fait que la dose d'électrons est trop importante et qu'on vient cramer l'échantillon. Alors, ça dépend. Ça dépend vraiment. En fait, il faut choisir la dose qu'on met. Le mode STEM, en fait, au tout début, il était surtout utilisé par les personnes de sciences des matériaux qui ont généralement des échantillons qui sont beaucoup plus résistants aux électrons que les échantillons biologiques. Et donc, c'est pour ça qu'en général, les doses sont plutôt assez fortes. Mais si on contrôle la dose, il n'y a aucun problème. En fait, on peut très bien faire de la tomographie cryostem. Et ici, dans ce papier, donc c'est toujours le papier d'origine de la cryostem. En fait, ils ont comparé à dose équivalente les dégâts causés sur l'échantillon. Et donc, ici, les chiffres que vous avez qui sont indiqués, 6, 78, 120, ce sont le nombre d'électrons par angstrom carré qui ont été donc déposés sur l'échantillon. Et donc, ce qu'on voit, c'est en TEM, donc ça c'est connu, aux alentours de 100 électrons par angstrom carré, on commence à avoir des dommages d'irradiation qu'on voit ici, et évidemment qui augmentent au fur et à mesure. Plus on augmente la dose, plus il y a de dommages. Alors qu'en fait, en mode STEM, on se rend compte qu'aux alentours de 100 électronvolts, il n'y a pas de dommages. Et en fait, les dommages, ils apparaissent que beaucoup plus tard. Et ça, c'est dû en fait à la façon dont la dose est déposée
En mode thème, donc, on est sur un faisceau étalé qui illumine en permanence l'échantillon, alors qu'en mode STEM, pardon, on est donc, du coup, en mode balayage, où c'est uniquement chaque zone qui individuellement est irradiée. Et donc, la façon de déposer la dose est différente et ça permet en fait d'aller plus loin. Ensuite, je voulais vous présenter donc, de la cryotomographie STEM sur cellules entières eucaryotes. Alors, ce ne sont pas des cellules humaines, ce sont des parasites, c'est Trypanosoma brucei. Ici, vous avez donc deux parasites. Je pense qu'on voit bien la forme des deux parasites. Ici, il n'y en a qu'un seul. Et donc, du coup, j'ai utilisé la cryotomographie en mode STEM pour étudier la zone d'attachement du flagelle. Donc, ici, vous voyez le flagelle. Et la zone d'attachement, bien évidemment, elle se retrouve ici, à l'interface entre la cellule et le flagelle. Et donc, c'est ce que montre ce petit film. Donc, c'est une reconstruction où on passe à travers le volume du trypanosome. Donc, on voit le noyau, l'enveloppe nucléaire, on voit aussi, vous allez voir le flagelle un peu plus loin. Voilà, le flagelle ici, la belle forme du flagelle. Le réticulum endoplasmique ici qui sort donc de l'enveloppe nucléaire et qui va plus loin dans la cellule. Et voilà, donc une segmentation où on voit donc, en bleu, on voit les deux membranes de l'enveloppe nucléaire. En jaune, on a donc la membrane du corps cellulaire ici, avec la membrane du flagelle ici. Et puis, le film va tourner autour de la reconstruction et on va en fait se concentrer donc, sur la zone d'attachement du flagelle qui sera ici en haut. On va avoir des structures répétées ici dans l'image que vous voyez, voilà, ici. Donc ça, ce sont des protéines qui servent à attacher le flagelle au corps cellulaire. Et ici, elles ont été segmentées en rouge. Donc du coup, ça, c'est un exemple typique de ce qui est possible de faire en cryostem, qui n'est pas possible de faire en cryothème. L'échantillon fait quasiment 2 micromètres d'épaisseur et ça serait impossible de le faire en thème, alors qu'en stem, ça se fait sans trop de soucis. Donc, quasiment la dernière diapositive, donc les applications en imagerie chimique. Donc ici, je reprends donc, une image que je vous ai montrée tout à l'heure avec les petites granules là dans les cellules humaines. Et donc, Sharon Wolf et Michael Elbaum, ceux qui ont développé la cryotomographie STEM, en fait, ils ont voulu savoir en fait, de quoi étaient composées ces petites granules qui étaient très denses aux électrons. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont combiné la cryotomographie STEM avec le DX. Et donc, ce qu'ils voient, c'est que dans les petites granules, en fait, il y a un signal du phosphore et du calcium. Et donc, ça montre typiquement, ça c'est un exemple parfait de ce qui est possible en combinant donc, le STEM avec le DX. Et c'est un gros avantage d'avoir le STEM, ça produit vraiment un EDX, un signal très fin. Et puis on arrive sur la dernière diapositive de conclusion. Donc, comme je vous ai dit, la microscopie STEM, c'est très adapté aux échantillons épais. On a vu des exemples sur les prokaryotes, sur les bactéries, sur les eucaryotes aussi, donc en entier quand il s'agit de parasites parce qu'ils restent suffisamment fins. Pour les cellules humaines, on peut étudier le cytoplasme. Le noyau, ça reste encore un peu trop épais. Mais on peut très bien imaginer étudier, par exemple, des connexions entre cellules, donc des neurones, ce genre de choses. Ça se fait. La limite en épaisseur, c'est environ 1,5 micromètre pour tout ce qui est cryo. Je précise cryo parce que si on prend des échantillons en résine, c'est un peu moins, parce que la résine elle contient des atomes qui sont plus lourds que les atomes de l'eau qu'il y a en cryo. Et donc, du coup, en résine, on est plus aux environ 1 micron à 1,2 micron à peu près. En termes d'échantillons, donc je le précise au cas où, mais il n'y a aucune modification par rapport au protocole habituel. On peut utiliser exactement les mêmes échantillons, les mêmes techniques de préparation pour le thème ou le STEM, c'est la même chose. La résolution, donc pour l'instant, c'est relativement faible, mais on est aussi sur des échantillons épais, 5 nanomètres. Et dans le futur, ça vient tout juste d'être développé, donc dans le futur, on peut imaginer des résolutions bien meilleures que ça. Donc j'ai montré la possibilité donc, de combiner avec le DX. Alors, ça c'est vraiment c'est une super méthode pour vraiment détecter donc du coup quel type d'atome on a à l'intérieur de la cellule. Et le microscope Hitachi d'ailleurs possède un détecteur EDX. Pour la bibliographie, donc vous avez tous ces noms-là qui sont donc du coup ce sont vraiment des pionniers dans le développement de la microscopie STEM pour la biologie
Et pour ces deux personnes-là, Wolf et Elbaum, du développement de la cryotomographie STEM. Et puis enfin, je précise, la cryotomographie STEM, ça a été développé en 2014, c'est vraiment très très récent, et donc on peut imaginer de grandes améliorations donc, dans le futur. Je vous remercie pour votre attention.